Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité dans toute sa diversité, c'est dans Semaine Po. Deux sujets au menu de ce numéro. Le président de la République reçu en grande pompe dans le Kakandé, de la politique à l'économie en passant par la malgouvernance, le virus Ebola et les crimes de 1985, de 2007 et le massacre du 28 septembre 2009, des sujets épluchés par professeur Alpha Condé. Deux invités pour décortiquer les lignes de force du discours du président de la République. Dans la deuxième partie, la situation toujours confuse au Burkina Faso après le départ de Blaise Compaoré. Deux invités donc sur ce plateau. Le premier, docteur Daouda Kanté, il est le secrétaire administratif de l'UFD Entendez, Union des forces démocratiques. Docteur Daouda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Guilabogui. Bienvenue dans Semaine Po. Merci de nous inviter et bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, le second invité de cette émission, monsieur Salian Sekou Kouyaté, il est le président du COSAG, Entendez collectif pour le soutien aux actions gouvernementales. Alors, monsieur Kouyaté, bonsoir. Bonsoir, Fadi. Bienvenue dans Semaine Po. Merci, le plaisir est pour moi. Alors, d'entrée de jeu, donc, on va parler de la tournée du professeur Alpha Condé, donc dans le Kakandé, comme je le disais tantôt. Le 2 novembre, le président de la République s'est fait ovationner donc par une foule en liesse à Boké, à Sangaredi et puis à Kamsa. Alors, docteur Kanté, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui en cette période d'Ebola que le professeur Alpha Condé entame une tournée à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de contamination de l'épidémie? Merci, monsieur Guilabogui. En fait, nous ne comprenons pas beaucoup le président de la République quand il décrète une urgence sanitaire dans le pays, oui, et qu'il s'évertue à aller de région en région pour haranguer des foules, faire des discours populistes. À mon avis, il devait être le premier à respecter d'abord et à faire respecter les principes de l'état d'urgence sanitaire. Parce que ce phénomène d'Ebola, vous savez que c'est le départ de la gestion qui a été mal réalisé. Sinon, on n'aurait pas ravitaillé tout le monde entier aujourd'hui. Si initialement on a voulu taire la chose pour dire que c'est une maladie mystérieuse, et ça a évolué, si le diagnostic est posé, et on devrait quand même respecter les principes de santé qui font que le président de la République ne devrait vraiment pas organiser actuellement des attroupements de fous. Encore que même les concerts sont annulés. Encore qu'on demande aux jeunes de ne pas se retrouver dans les lieux de loisirs. On demande aux partis politiques de ne pas organiser leurs meetings et leurs réunions ordinaires. Si c'est le président de la République lui-même qui se lève pour aller de région en région, il n'y a pas longtemps, il était au Fouta. Il a parcouru le Fouta, il a quitté, voilà, il vient à Boké. Il faut parler des choses, c'est vrai. Il ne fait que des discours populistes depuis bientôt 4 ans, ils sont là, mais nous ne voyons absolument rien. Et pour nous, le président de la République devrait le premier accepter d'observer l'urgence sanitaire pour que la population soit convaincue, parce que jusqu'à présent, il y a des indécis. Il y en a qui ne croient jusqu'à présent pas à cette affaire d'Ebola. Mais comment croire quand le premier magistrat du pays, tantôt il dit qu'il n'en a pas peur, tantôt il banalise, et la gestion, elle est plutôt chaotique. Elle est chaotique. Récemment, vous avez suivi le coordinateur qui parlait des statistiques en se réjouissant que depuis 2 jours, on n'a pas de nouveaux cas. Mais l'épidémiologie, ce n'est pas un nombre de jours. Les paramètres sont là. En fait, les données sont codifiées. Il y a des repères qui te permettent de dire oui, cette pathologie, elle est en régression ou elle est en progression. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas reçu des cas dans 2 jours qu'on peut se réjouir pour dire qu'on est en train de maîtriser. Donc, à mon avis, depuis que ça a commencé, la gestion est plutôt politisée.
on met les techniciens à côté. Depuis que ça a commencé, vous n'en avez pas parlé, on n'en a pas parlé de l'ordre des médecins. Personne n'a parlé de l'ordre des médecins. On va prendre, comment il dit ça, limoger des chefs de quartier pour des kits. Qu'est-ce qui a amené à les votre kits? avis, il y a un manque de volonté politique donc à éradiquer cette maladie? À notre sens, la coordination ne fait pas correctement ce qu'elle devrait faire. On devrait plutôt s'appuyer sur la pyramide sanitaire, parce qu'il y a une pyramide sanitaire dans le pays qui va de la base au sommet. On s'appuyait sur cette pyramide sanitaire, on faisait appel aux professionnels de la santé et on mettait les gens à l'œuvre. On pouvait réquisitionner tous les médecins qui existent en Guinée, privés tout comme dans le public, pour gérer correctement cette épidémie. Alors, on va écouter Monsieur Salian. Quelle est votre réaction aujourd'hui? Pourquoi est-ce que, à votre avis, le président de la République ne veut pas respecter l'état d'urgence sanitaire? Non, c'est vous qui dites qu'il ne le respecte pas. Hein? Oui, mais un président de la République qui se déplace, récemment il était au Fouta et la semaine passée c'était dans le Kakandé. Beaucoup pensent qu'il est en train de battre campagne. Bon, oui, c'est normal que les gens le perçoivent comme ça. Vous savez, au sein de la vie politique nationale, on ne peut pas tous avoir la même appréciation du premier responsable ou des différents hommes politiques. Ben, écoutez, quand mon oncle Kanté s'inquiète ou se pose des questions pourquoi le professeur en période d'urgence effectue des déplacements, eh ben, c'est normal. Mais il est dans son rôle encore de président de la République. Il a pris des initiatives qui ne doivent pas forcément s'arrêter parce qu'Ebola est là. La vie nationale ne doit pas s'arrêter parce qu'Ebola est là. Il y a des précautions qui sont prises, il y a des mesures d'urgence qui sont prises, mais ça ne doit pas arrêter, n'est-ce pas, le président de la République dans ses fonctions. Oui, mais est-ce que le fait aujourd'hui d'unir les populations, est-ce que ça ne peut pas être, à votre avis, un risque de contamination? Vous savez, le risque de contamination dans ce cas d'Ebola est relatif. Il faut savoir que toutes les villes, toutes les régions de la Guinée n'ont pas les mêmes potentialités, n'ont pas les mêmes taux d'accès ou de taux de contamination face à Ebola. Bouquet aujourd'hui, on n'a pas parlé des cas à Bouquet, on n'a pas parlé des cas à Mamou. D'accord, c'est des zones où le président il n'est pas hors la loi pour se présenter aujourd'hui, aller faire des attroupements à Guékédou, à Massanta, il ne le fera jamais. Mais s'il s'est rendu compte à Mamou, c'est parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Mamou c'est 0 cas. Il est parti et il n'est pas parti pour se promener, pour faire des bains de foule. Il est parti pour se rendre compte de la réalité, n'est-ce pas, de l'effectivité, parce qu'il a reçu plusieurs rapports différents sur le niveau d'avancement des infrastructures, n'est-ce pas, du 57e anniversaire, du 56e, c'est ça, Oui. 56e anniversaire à Mamou. Alors, il était un peu dans la confusion. Il fallait qu'il parte toucher du doigt les réalités, savoir effectivement qu'est-ce qui va pas et quelles sont les dispositions à prendre. Et vous avez vu que là-bas, il a tapé sur la table pour dire que toutes les entreprises qui ne sont pas dans les délais vont voir leur contrat purement et simplement résilié. Le déplacement Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine opportunité pour le chef de l'État de se déplacer? Il a un gouvernement. Beaucoup pensent que c'est le gouvernement qui devait faire tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Oui, vous savez, il n'y a pas de schéma universel de gouvernance. Il n'y a pas de schéma fixe de conduite d'un président de la République. Il y a des particularités qui font que le Guinéen, naturellement, est malhonnête. Le Guinéen ne dit pas la vérité. Le Guinéen, dans l'administration, parfois, il ne reporte pas les choses comme ça se doit. Même quand le président de la République a confiance en ses ministres, il a confiance en son administration, quand il a plusieurs rapports de contenu différents devant lui, par rapport à un sujet sensible et qui relève de sa politique, de son innovation, quand il veut éclairer sa lanterne, il doit se déplacer. Ce n'est pas mal, il ne l'a pas fait dans les autres régions, et il y a eu des fiascos parce qu'il a fait confiance à des gens qui n'ont pas été à la hauteur. Vous avez vu à Bokeh, ça a même entraîné le limogeage à l'époque, n'est-ce pas, des autorités préfectorales, n'est-ce pas, du gouvernorat de Bokeh. Pourquoi? Parce que le président s'est fondé sur des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas été à la hauteur. Et il n'a pas jugé nécessaire de se déplacer, aller à Bokeh,
ni à Zéko. Mais aujourd'hui, vu l'importance qu'il accorde à, n'est-ce pas, cette organisation des fêtes de l'indépendance tournante, pour ne plus qu'il y ait le faux pas, il a jugé nécessaire de se déplacer, d'aller toucher la réalité du droit. Je ne vois pas de mal à cela. Alors, docteur Kanté, on va à présent s'intéresser un peu au discours du président de la République. Donc, devant les populations de Kakandé, le président de la République, il a d'abord condamné vigoureusement du fait que la lutte contre Ebola aujourd'hui est politisée, ce qui fait que, à son avis, les populations ne croient pas trop à l'existence du virus. Et au-delà d'ailleurs, le président de la République a dit que sa priorité aujourd'hui, ce ne sont pas les élections communales et communautaires, mais c'est la lutte contre Ebola. Et votre réaction? Merci bien. Avant de réagir à cette question, je voulais juste remercier mon frère Kouyaté parce qu'en fait, je suis très heureux que ce soit un qui soutient les actions du gouvernement qui déclare ici solennellement que les gens sont malhonnêtes, les gens sont inconscients. Et cela veut dire que quelque part, dans la machine gouvernementale aujourd'hui, nous n'avons pas des personnes choisies par leurs compétences ou pour leur honnêteté. On a choisi dans l'OTAN. C'est exactement ça que c'est l'interprétation que j'en fais. Voilà, l'interprétation que j'en fais. Donc pour moi, le choix hasardeux des cadres qui doivent accompagner le président de la République dans ses actions fait que il ne peut pas croire à ce qu'ils disent, ou alors ils ne viennent pas lui dire la vérité. Et si c'est comme ça, ça veut dire que le choix, il est mauvais, il faut le refonder. Ça, c'est soit dit en passant. Maintenant, par rapport à ce discours, moi je dis que je suis resté sur ma faim. Parce que sincèrement, on dit aujourd'hui, d'un côté, qu'il n'y a aucune autre priorité que Ebola. Mais par contre, d'autres disent que non, parce qu'il y a Ebola, la vie ne doit pas s'arrêter. Est-ce que là, deux discours concordants? À mon avis, c'est divergent. M. Kouyaté vient de dire que M. le Président de la République a enclenché des actions avant Ebola, et parce que Ebola est venu, il ne doit pas les arrêter. M. le Président de la République, lui, dit que dans sa vie aujourd'hui en Guinée, la seule priorité qu'il a, c'est Ebola. Mais cependant, il ne respecte pas les principes de gestion de Ebola. Ici, la priorité, c'est Ebola. On devrait respecter les principes de la gestion de l'état d'urgence sanitaire. Oui, mais quand le président de la République dit aujourd'hui que sa priorité, c'est la lutte contre Ebola, pas question aujourd'hui de parler d'élections en Guinée. Non. Comment vous percevez ce message du président de la République? J'en viens, en fait, c'est justement pour ressortir la divergence, la dichotomie dans le discours que je suis en train de parler de ça. Tantôt, il dit que c'est ça sa priorité, la gestion de la fièvre hémorragique à Ebola. Mais les principes qui l'accompagnent, non. On va plutôt se mettre à dire que non, les élections, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas... Mais, si les élections ne sont pas une priorité, sur quoi, Monsieur le Président, va reposer la structure de son gouvernement? On n'a plus d'élus. Allez-y. On n'a plus d'élus locaux. Partout, c'est des gens qui sont nommés et par la couleur de leur habit. Vous êtes avec moi, je vous mets à une position. Vous n'êtes pas avec moi, même si vous êtes compétent, je vous écarte. Après 4 ans de gestion du pays, il dit que les élections qui devaient avoir lieu 6 mois seulement après son investiture, que ce n'est pas sa priorité. On se demande vraiment où se trouve la priorité. Ebola, alors, est-ce qu'à votre avis, la question d'Ebola, c'est simplement un argument aujourd'hui? À notre avis, la question d'Ebola, il a dit que c'est une opportunité. Pour nous, c'est un drame national. C'est une catastrophe. Ça ne peut pas être considéré comme une opportunité. Si c'était Ebola qui les préoccupait, on allait gonfler au moins le budget du ministère de la Santé. Mais on a plutôt réduit pour gonfler le budget de la présidence. Mais bon, je crois qu'ils sont en train de se tromper d'époque. Les époques ont changé. Les mallettes de la présidence ne règlent plus les problèmes de gouvernance en Afrique. Alors, M. Kouyaté, vous venez d'écouter le secrétaire administratif de l'Union des forces démocratiques. Votre réaction?
Bon, d'abord, je veux apporter un rectificatif à ce qu'il a dit. Quand je dis que, c'est-à-dire que les gens sont malhonnêtes, ce n'est pas moi seulement qui le dis. Même monsieur qui est assis en face, il sait que même lui, il est confronté à ces problèmes. Et le président de la République, lorsqu'il est parti à Mamou, n'a pas hésité de le dire à la face du monde que en Guinée, il y a certains problèmes. Il a énuméré les problèmes et parmi lesquels il a signalé que l'un des problèmes les plus importants, c'est que le Guinéen ment trop. Le Guinéen est malhonnête. Quand il dit que le Guinéen est malhonnête, c'est tout Guinéen confondu. Il ne s'agit pas de la mouvance. Y compris son gouvernement. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire à tous les niveaux, vous trouvez des honnêtes et des malhonnêtes. Mais lui, les personnes sur lesquelles il repose pour faire sa politique sont choisies avec beaucoup de tact. C'est des personnes loyales, des personnes dignes de confiance et des personnes, n'est-ce pas, sur lesquelles il compte réellement pour exécuter son programme de société. Donc, ce n'est pas du tout des personnes choisies au hasard, n'est-ce pas? Les cadres sont, n'est-ce pas, choisis par lui selon des critères qui lui semblent être, n'est-ce pas, les bons critères, n'est-ce pas, de sélection. Et aujourd'hui, vous voyez que pour des besoins même de bonne gouvernance et de plus d'efficacité de l'administration, il va même piocher dans l'opposition pour faire des nominations pour que les gens lui apportent plus de compétences et une main forte dans la gestion des affaires de l'État. Voilà, alors, M. Keita, quand le président... M. Kouyaté, pardon. M. Kouyaté... Non. M. Kouyaté. Alors, au moins quand le chef de l'État dit que sa priorité aujourd'hui, c'est la lutte contre Ebola en lieu et place des élections, votre réaction? Bon, je crois que ça, c'est un fait naturel. Il le dit parce qu'il faut le dire. Mais ce qui reste clair, d'abord, le thème priorité, il faut le prendre avec beaucoup d'intelligence. Quand je dis dans mon entreprise que ma priorité est l'augmentation ou la croissance de la production et que je suis une entreprise mixte, ça ne voudrait pas dire que je dois paralyser mon secteur commercial. Oui, mais ce que vous oubliez, récemment, la CENI avait en tout cas rassuré l'opinion nationale et internationale qu'elle était vraiment prête à organiser les élections municipales d'ici la fin de l'année, mais pratiquement il ne reste qu'un seul mois. Aujourd'hui, rien n'est prêt, tout est focalisé sur Ebola. Alors, est-ce qu'il y a une volonté politique réelle à organiser ces élections? Il faut faire attention, M. Guilavogui. Vous avez interrompu ma logique tout de suite sur les priorités. Il faut aller au bout. Quand on dit que nous avons une priorité, c'est Ebola, ça ne veut pas dire que les projets d'investissement engagés, si les partenaires sont prêts, on n'est plus prêt à les continuer. Ça ne veut pas dire que l'administration ne doit pas continuer à tourner. Ça ne veut pas dire que, n'est-ce pas, M. Kanté ne doit pas continuer à vivre du matin au soir. Non, mais c'est que on met la lutte contre Ebola devant. Lorsqu'il dit que le budget de la santé n'a pas été augmenté, oui, on ne peut pas augmenter. L'État a fait des efforts internes déjà contre Ebola qui sont énormes, mais au-delà de cela, pourquoi le budget de la santé n'a pas été révisé à la hausse? C'est vrai que je lui donne raison qu'en matière de politique budgétaire, on dit que le budget est l'expression chiffrée de la politique générale de l'État. Donc, si à travers les chiffres, on doit lire la politique de l'État, on dira que non, mais écoute, le professeur Alpha Condé, il ne prend pas Ebola au sérieux parce qu'on n'a pas augmenté le budget de la santé. Ok, on va concéder ça. Mais on va dire non, vous vous trompez, c'est que aujourd'hui, Ebola s'est transporté d'un problème national à un problème international. La mallette financière internationale, la contribution financière internationale, aujourd'hui, contre Ebola, est si grande que ça a apaisé les efforts internes au niveau du budget local. Bon. Donc, cet autre aspect de rehaussement de l'enveloppe de la présidence, il faut savoir que la structure de l'État aujourd'hui fait qu'il y a plusieurs départements qui relèvent directement de la présidence. Ouais, beaucoup pensent que ces départements, il y a beaucoup de départements entre griffes fantômes qui n'apportent rien à l'État. Non, c'est pas vrai, c'est des histoires. Pratiquement aujourd'hui, les gens pensent que c'est un autre gouvernement que le président de la République a créé à Sékou Touréa aujourd'hui, à part du gouvernement dirigé par Mohamed Saïd Fofana. On ne peut pas l'en vouloir.
chaque président a sa politique et sa stratégie. Je vous ai dit au départ de l'émission, il n'y a pas de schéma universel de gouvernance ou de schéma universel, n'est-ce pas, de politique présidentielle. Ce n'est pas possible. Nous avons vu ici, si on veut bien parler, on a vu au temps de l'ancien Conté, il y avait le Premier ministre à la primature, mais il y avait aussi un ministre d'État aux affaires présidentielles. Hein? C'est lui qui décidait, le Premier ministre était là dans son bureau. Mais on n'a rien dit là. Pourtant, c'était aussi une autre forme de structure. Ça dépend du président. C'est chaque président qui sait comment il veut s'organiser pour mieux appréhender les affaires de l'État. Donc ça, on ne peut pas... À votre avis, ça ne vient pas alourdir les dépenses de l'État? Si ça l'alourdit pour plus d'efficacité de contrôle, tant mieux. Mais chaque politique a ses coûts, ses avantages et ses inconvénients. Alors, docteur Kanté, aujourd'hui, sur le plan politique, est-ce qu'on peut s'attendre à un couplage d'élections municipales à la présidentielle 2015? Et si tel était réellement le cas, quelle est la position de votre parti politique? Merci. En fait, je ne peux pas, nous ne sommes pas dans le sens de chercher à régler des problèmes qui ne sont pas encore posés. Tout ce que nous savons, c'est que nous ne voyons aucune volonté politique à aller vers ces élections. Il vous souviendra que nous avions organisé ici une rencontre entre tous les acteurs politiques guinéens qu'on a voulu appeler accord politique interguinéen. Oui. Le débat a eu lieu au Palais du Peuple, on a sorti les points essentiels, mais jusqu'à aujourd'hui, ce rapport n'est pas finalisé. Parce que tout simplement, le gouvernement ne veut pas. Nous avons trouvé des points d'accord dans la salle. J'ai eu l'opportunité en fait, d'appartenir à l'équipe de l'opposition qui était là dans ce dialogue. Mais nous avons trouvé des points d'accord avec la mouvance et les représentants du gouvernement. Le dialogue avait été dirigé à l'époque par le ministre de la Justice. Voilà. Oui. Maître Cheikh Sako, oui, qui a bien mené le débat jusqu'au dernier jour. Nous sortons de la salle, on va quelque part, quelqu'un change tout pour nous ramener une copie qui n'était pas conforme à ce qui avait été dit. Et à votre avis, qui est ce quelqu'un? On n'était pas là, nous ne savons pas. Seulement, nous savons que ce que nous avions retenu ensemble dans la salle n'était pas reflété par la copie que nous avions amenée pour signer. Alors, à votre avis, il y a une main noire? Main noire, ou je ne sais pas comment il faut le qualifier. En fait, moi je crois que la Guinée, on doit finalement être un peu réaliste. Lorsque nous trois, on s'entend sur quelque chose ici, cette chose va dehors, elle revient modifiée, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a modifiée. Maintenant, c'est qui? On ne sait pas. Oui, mais si aujourd'hui l'équation se posait qu'on ne pouvait plus aller aujourd'hui aux élections municipales, il faut un couplage, quelle est aujourd'hui la position de l'UFD? Non, il n'y a pas de couplage possible. Il ne peut pas y avoir un couplage entre la présidentielle et les élections locales. Ce n'est pas possible. Ces élections locales, ce sont des élections qui se mènent pratiquement chaque localité vote dans sa localité. Par contre, les élections présidentielles, ce sont des élections nationales. Je ne vois pas comment la CENI peut concilier les deux. À notre avis, il n'est absolument pas possible de coupler les deux élections. Il n'est pas possible de coupler les deux élections. D'ailleurs, les élections municipales, si on veut les organiser, j'ose espérer que Ebola ne sera pas là jusqu'en janvier-février 2015, mais si on veut les organiser, ce n'est pas de la mer à boire entre le mois de mars-avril pour que les présidentielles suivent après. Mais le couplage, nous ne sommes pas d'accord. Oui, monsieur le président du collectif pour le soutien aux actions gouvernementales. Oui, je crois que ce plateau est vachement intéressant. Parce que si tout de suite mon frère Kanté a tiré, n'est-ce pas, dans mes expressions, quelque chose de profitable à lui, je viens d'être très, très, très impressionné du fait que, sans le dire haut et fort, il est quand même d'accord que Ebola est un obstacle aux élections. Il vient de faire le souhait vaillant que Ebola soit éradiqué d'ici décembre-janvier pour que d'ici février-mars,
on puisse organiser les élections locales. Alors, le délai que la CENI avait fixé aujourd'hui, est-ce que c'est respectable? Monsieur Guilavogui, vous êtes un éminent journaliste. Vous savez qu'il y a un décalage entre la CENI et la décision finale. La CENI est l'organe technique d'organisation des élections. La CENI fait des études de faisabilité, de réalisation possible. La CENI a fait des études pour dire si ça ne tient qu'à nous, voilà aujourd'hui dans quel délai et comment on peut organiser les élections. Mais comme ils ne sont pas dans un vase clos, ils appartiennent géographiquement, ils gèrent des surfaces géographiques. Non, tonton Kanté, ça, je ne suis pas d'accord. Donc l'indépendance de la CENI, c'est entre griffes? Non, pas du tout. Ça, c'est tonton Kanté qui dit. La CENI propose son plan, mais lui-même vient de dire tout de suite qu'il souhaite que Ebola parte d'ici décembre, janvier. C'est-à-dire qu'il est d'accord implicitement que tant que Ebola est sur ce sol, élection, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des zones aujourd'hui, si tu organises une élection, c'est la catastrophe. Tu ne pourras pas maîtriser le nombre de contacts et la propagation sera exponentielle. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas? Laissons les élections, c'est politique. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à ouvrir les classes? C'est parce que si on ouvre les classes aujourd'hui, qu'un seul cas d'Ebola s'invite dans une école, mais ça va être une propagation exponentielle de contacts qu'on ne pourra jamais maîtriser. C'est la même chose, ça n'a rien à voir. Et il faut retenir que la CENI est un organe technique. La décision politique, n'est-ce pas, finale de l'organisation des élections se fait toujours par décret présidentiel, la date est fixée. Mais ce politique-là s'appuie sur des structures, s'appuie sur des partenaires bi- et multilatéraux, n'est-ce pas, pour prendre la décision finale et faire le décret. Mais au jour d'aujourd'hui, franchement, aucun président de la République, que ce soit le professeur Alpha Condé ou même Dr Baba Diko, s'il était au pouvoir, ne peut prendre la décision ou le risque d'engager des élections dans telles circonstances. Nous formulons les mêmes vœux. Le parti au pouvoir, le président de la République a la volonté d'aller aux élections. Il n'a jamais voulu entraver aux élections. Ça, il faut qu'on le précise. Mais si aujourd'hui, les conditions sanitaires s'invitent dans la danse, qui empêchent vraiment de partir dans ça, on va mettre ça de côté tous en tant que bons Guinéens. C'est-à-dire, on va essayer d'abord de se donner la main et on remercie tous ces leaders politiques qui font vraiment de la bonne communication dans ce sens pour que cette maladie parte. Au départ de la maladie, on pourra mieux juger de la volonté réelle de tel ou tel responsable d'aller vers les élections ou pas. Alors, un autre volet qui a été largement commenté par le président de la République au cours donc de son séjour dans le Kakandé, il a accusé donc entre griffes certaines personnes, même s'il n'a pas dit les noms. Il a dit, je cite, le général Lansana Conté était analphabète, donc les vrais responsables des problèmes de la Guinée sont les cadres qui ont servi dans son gouvernement. À votre avis, Dr Kanté, qui sont ces cadres? Dans ces cadres-là, pour moi, ne sont autres que ceux qui ne partagent pas le même point de vue que lui. Parce que dans son gouvernement, il n'y a que des cadres de Lansana Conté. Alors, ceux qui ne sont pas avec lui sont mauvais. Ceux qui sont avec lui sont bons. Comment il a fait le tri? À notre sens, c'est un discours qui n'a pas de portée. Il vient de le dire. Mon frère Kouyaté vient de dire que le président de la République fait des bons choix. Il va jusqu'à prendre dans l'opposition pour en faire ses collaborateurs. Mais ceux qui sont dans l'opposition, la plupart sont des cadres qui ont travaillé avec Lansana Conté. Mais pourquoi souvent dans ces sorties, ils sont la charge à l'endroit en tout cas de certains leaders politiques? C'est populiste. C'est populiste. C'est pour dire que ceux qui ne sont pas avec moi, ce sont eux qui ont détruit la Guinée. Ceux qui sont avec moi ont toujours été bons. Si vous comptez, il y a plus d'anciens premiers ministres dans son gouvernement que dans l'opposition. Mais les premiers ministres ont été ceux qui ont été en Guinée. Alors, à votre avis, Lansana Conté n'est pas responsable, ce sont les premiers ministres. À votre avis, Dr Kanté, après 4 ans donc, de gestion du pouvoir actuel, de gestion des affaires, aujourd'hui, si on vous demandait de faire un bilan en une phrase donc, de la gestion du professeur Alpha Condé. Bilan globalement. En 4 ans. Bilan globalement négatif. Bilan globalement négatif parce qu'il est jusqu'à présent dans la posture du bouc émissaire.
ce sont les autres qui sont fautifs. Toujours. Je vais citer un exemple ici. Tous nous nous sommes soulevés contre le refus des Sénégalais de recevoir l'avion Air France qui transportait des Guinéens. Mais on ne se pose pas la question pourquoi depuis 56 ans que nous sommes indépendants, nous n'avons pas un aéroport de décharge. Pourquoi, si l'aéroport international de Bessia ne marche pas, il faut à Dakar? Et si on avait notre aéroport à Farana, à Kankan, à Kishidougou ou à Labé, l'avion n'aurait pas atterri et les passagers transportés par bus, mais on s'attaque au Sénégal. Nous sommes dans cette posture et la Guinée a assez souvent été dans cette posture depuis la première République. Ce sont les colonialistes, les impérialistes. Alors là aussi, nous revenons, ce sont les autres qui ont tort, nous avons toujours raison. On ne peut pas fonctionner comme ça. Un pays ne peut pas avancer comme ça. Pour moi, c'était l'un des moyens les plus adéquats aujourd'hui. Les Sénégalais ont refusé que l'Air France atterrisse là-bas. Le président de la République dise non, ça ne doit plus jamais arriver. Dans 6 mois, dans 1 an, il faut qu'on ait un aéroport de décharge. C'est comme ça qu'un pays peut décoller. En te disant, ce que l'on m'a fait, moi je ne veux plus vivre ça, j'ai fait comme eux. Mais ici, on s'arrête au discours. Oui, mais est-ce que si le président aujourd'hui faisait l'audit, est-ce que certains leaders politiques ne se trouveraient pas aujourd'hui piégés par leur passé? Nous, c'est notre souhait le plus ardent. Il y a eu des audits. Mais qu'on publie ces résultats. Le Parlement, on avait dit qu'on attend l'installation du Parlement. Vous étiez au courant de ça. On a dit que non, si on fait maintenant des arrestations, on dira que c'est illégal, c'est ceci, c'est cela. On attend l'installation du Parlement. Le Parlement est fonctionne depuis combien de temps? Pourquoi ne veut-on pas publier les résultats des audits? Qu'on les publie, ceux qui sont responsables n'ont qu'à répondre. Nous autres, on ne se reproche de rien. Voilà, M. Kouyaté, votre réaction rapidement. Oh, c'est vraiment bien ça. Bon, au fait, voilà. D'abord, rectificatif pour mon frère Kanti. Quand il dit qu'il y a beaucoup plus d'anciens premiers ministres dans le gouvernement d'Alpha Condé que dans l'opposition, je ne suis pas d'accord. Oui, mais vous n'allez pas quand même nier qu'il y a beaucoup de caciques. Attention, c'est le terme. Régime de fin aujourd'hui qui entoure attendez, mon frère. Le régime de Oui. le Mon régime frère. d'Alpha Condé. Mon frère, attendez. Quel que soit le président qui viendra aujourd'hui au Burkina, au pouvoir, avant de toucher le sujet du Burkina, où va-t-il prendre ses cadres si ce n'est pas parmi les Burkinabés qui ont servi déjà Blaise pendant 27 ans? Où il va trouver d'autres cadres différents de ceux-ci pour les prendre dans son administration? Il va très certainement voir d'autres personnes parmi ces cadres, peut-être à des niveaux de responsabilité moins impliqués, pour renouveler l'administration et essayer de donner une nouvelle impulsion. Donc, on ne peut pas en vouloir au président de la République si parmi ces cadres, il y a quand même des responsables du temps de compter, n'est-ce pas? Mais il faut reconnaître que pour la plus grande partie, à des postes de responsabilité ministérielle aujourd'hui, c'est des cadres qui n'ont pas exercé des fonctions ministérielles au temps de compter, pour la plupart. Je ne dis pas tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait aussi comprendre le président de la République qui, lorsqu'il était opposant, avait beaucoup condamné le président Lansana Conté. Aujourd'hui au pouvoir, plus proche de la réalité, dans la réalité même, ne disant pas plus proche, dans la réalité, exerçant les mêmes fonctions, comme les Soussous le disent, tu ne sauras jamais que le pain est un homme, sauf si on te met à sa place dans le four. Aujourd'hui, à la place de Lansana Conté, il se rend compte des réalités du pouvoir, des réalités de la présidence. Et il comprend que même lui, il y a des moments où, c'est-à-dire, il ne voit pas les choses se passer directement comme il le veut, comme il le souhaite. Il prend des initiatives, mais au finish, ce n'est pas exactement comme il le veut. Personne ne peut rien contre ça dans le pouvoir. C'est pour cela l'homme, c'est son entourage. Et c'est pour cela, souvent dans ses discours, il essaye de rappeler aux Guinéens que oui, certes, Lansana Conté n'était pas parfait, mais il a surtout été victime de son entourage, de ses cadres. Donc c'est un appel à plus de prudence, plus de vigilance, à commencer par lui-même jusqu'au bas de la chaîne.
Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui pour éclairer la lanterne des Guinéens sur, le passé économique de la Guinée, pour que les gens soient éclairés? On en viendra, ça il l'a évoqué, hein, je vais le rejoindre à ce niveau. D'accord, allez-y. Voilà. Monsieur Kanté, l'aéroport de décharge, depuis 5 ans, 6 ans, c'est pas fait. À qui c'est imputable? Il y avait combien d'aéroports, au moins de pistes d'atterrissage, quand Sékou Touré partait? Les avions atterrissaient à Farana, les avions atterrissaient à Labé. On pouvait améliorer ça. Pendant au moins les 24 ans de règne de l'ancien Conté, on aurait dû au moins avoir un second aéroport. Aujourd'hui, le professeur est venu, il a trouvé qu'il y a un seul aéroport international. Il a engagé le vaste projet du nouvel aéroport à Foritaria. L'étude de faisabilité est faite, tout et tout. Les financements sont en cours de négociation. Donc c'est un souci réel pour lui et c'est quelque chose qu'il a mis, n'est-ce pas, dans son projet de société, qu'il est en train de négocier pour sa réalisation à Foritaria. Le site est déjà déterminé, tout et tout. Et comme dans tous les pays, au Sénégal par exemple, il y a l'aéroport Léopold Sédar Senghor, mais aujourd'hui, ils sont en train d'envisager un très grand aéroport un peu loin de la ville. Donc, c'est ce qui se fait en Guinée aussi. Les aéroports doivent être un peu distancés de la ville pour des raisons de sécurité. C'est exactement en cours, mais malheureusement, le cas isolé d'Air France a ressorti encore la nécessité, l'urgence d'accélérer des projets de telle envergure. Pour revenir à M. Guilavogui, je rejoins M. Kanté, les audits seront publiés. Une grande partie est déjà publiée, vous avez tous suivi, mais vous savez, parfois on veut aller trop vite. Il y a des procédures. Quand il s'agit d'audit, quand il s'agit d'incriminer des personnalités qui ont servi la nation, quand il s'agit d'incriminer des personnalités qui représentent aujourd'hui un bon pourcentage, n'est-ce pas, d'opinion nationale publique, on ne se lève pas en un matin pour le faire. Pour que ce soit crédible, il faut que ça suive des procédures. Il y a eu les travaux préliminaires, les techniciens sont allés, ils ont vu les auditeurs sont allés, ils ont vu les dossiers, ils ont regardé les fonds, ils ont fait comment dirais-je, ils ont fait des auditions et tout ça. Et après tout ça est remonté, tout est publié. Il faut maintenant passer à des phases contradictoires, tout, pour que les gens signent un document final, un PV final, où ils reconnaissent vivement les faits sans menace. Donc aujourd'hui, ce n'est pas spontanément que ces résultats définitifs seront publiés. C'est en cours, la procédure suit ses cours. Il y a des leaders qui étaient impliqués, qui ont été convoqués, mais malheureusement, au moment où ils ont été convoqués, ils n'étaient pas en place. On ne va pas aller les brimer, on va doucement. Quand il s'agit des personnalités, on va avec respect, discipline et rigueur. Donc alors, c'est sûr qu'il y aura de la clarté sur cette question très bientôt. Voilà, docteur Kanté, à présent, on va parler du secteur des droits de l'homme. Professeur Alpha Condé, dans son même discours, il dit qu'il assume tous les crimes commis par les Guinéens, notamment en 1985, en 2007 et la tragédie du 28 septembre 2009, parce que selon lui, il dit qu'il est le président de tous les Guinéens. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a une volonté politique aujourd'hui à faire la lumière sur des crimes horribles qui se sont produits en Guinée? Bon, comme je l'ai dit, ce discours, moi, m'a laissé sur ma faim, parce que sincèrement, je vois mal comment Monsieur le Président peut, à la place du système judiciaire, assumer les crimes dont il ne sait même pas comment ces crimes ont eu lieu. Moi, je crois, pour que la Guinée finisse finalement avec l'impunité, il faut qu'on accepte de mettre en action la justice. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a en la matière ingérence de l'exécutif dans le judiciaire? À notre avis, c'est la justice qui doit essayer d'éclairer les Guinéens sur tout ce qui s'est passé depuis 1958 jusqu'à maintenant. Si, après le jugement, le président peut prendre en charge
d'endosser toutes les responsabilités et de demander pardon. Là, nous sommes d'accord, mais nous ne pensons pas que le président peut tout bonnement comme ça demander pardon vis-à-vis des crimes qui ne sont pas encore élucidés. Alors, M. Kouyaté, en une phrase avant de parler de la situation donc un peu confuse au Burkina Faso, dites-nous aujourd'hui, est-ce que le président de la République aujourd'hui devrait tenir ce discours, dire qu'il assume tous les crimes qui se sont commis? Monsieur Guélavoui, lorsque le président parle, il faut bien l'écouter, il faut comprendre dans quel contexte il s'exprime. C'est extrêmement important. Ou est-ce qu'il est en train d'unir aujourd'hui les Guinéens autrement? Beaucoup pensent qu'il est en train de s'intégrer. Non, attention. Je suis désolé, chaque thème juridique a son pesant d'or. Il n'a fait qu'un discours conciliateur pour dire aux Guinéens, c'est-à-dire avant même qu'il y ait une espèce de commission nationale de réconciliation et autres, parce que comme l'a dit M. Kanté, ça ne concerne pas que 2007, 85, c'est depuis 58. Il y a beaucoup de choses qui sont drainées. Le président, il a tout suivi. Il était, n'est-ce pas, il était là, observateur, il voyait tout. Donc, voilà, victime même, parfois, s'il faut le dire. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est quoi? C'est d'abord d'apaiser. Il apaise. Mais apaiser ne veut pas dire entraver à la justice. Est-ce que le président de la République a empêché le tribunal de première instance de Conakry de faire son travail? Non. Oui, mais s'il dit qu'il assume. Quand il dit il assume, ça ne veut pas dire arrêter la procédure, M. Guilavogi. Je suis désolé. Quand il dit il assume, c'est un discours politique conciliateur face au peuple de Guinée. Mais il n'a pas instruit au tribunal de première instance, arrêtez vos injonctions contre les coupables, arrêtez vos procédures, arrêtez vos interpellations. Non, au contraire, à ce niveau, ça avance beaucoup. Il n'a pas interdit au tribunal pénal international de venir rendre les visites sur les sites de crimes du 28 septembre au stade. On a vu Fatou Bensouda ici, qui est venu voir au stade. Elle a été sérieusement reçue par le gouvernement, elle a été reçue par toutes les autorités, lui-même le président de la République. Ils ont échangé et ils lui ont fait comprendre que le gouvernement guinéen, la justice guinéenne, est prête à collaborer. Je ne vois pas de meilleure volonté d'éclairer les choses. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'empêche pas que le président tienne un discours, c'est-à-dire il faut comprendre. Moi, j'aime bien, j'adore l'opposition dans son rôle, n'est-ce pas? Parce que il recadre les choses en revendiquant, en attaquant, en impulsant. D'accord, mais je veux qu'il reste quand même objectif et voir les thèmes juridiques ont leur place. Le président n'a pas pris de décret pour mettre fin à une procédure. Il n'a pas pris de décret pour, n'est-ce pas, donner une immunité à un coupable. Il n'a pas, même les gens qui sont dans son administration, qu'on veut écouter, dès que le moment arrive, ils les mettent à la disposition de la justice. Alors, on va à présent parler, voilà, donc on va faire le point sur la situation socio-politique du Burkina Faso après la chute de Blaise Compaoré. La situation reste toujours préoccupante. La communauté internationale demande une transition civile. La thèse est soutenue aujourd'hui par l'opposition. À votre avis, Dr Kanté, qu'est-ce qu'il faille faire? Bon, comme vous l'avez vécu, nous l'avons tous vécu, voilà en fait les chefs d'État africains qui veulent s'éterniser au pouvoir. Et je crois que le cas Burkina sera un cas école. Les chefs d'État qui n'écoutent pas la population, cette majorité parlementaire qui est en déphasage avec son peuple, parce que finalement, et le Parlement et le président, ils sont tous partis. Le peuple n'en voulait pas, la mouvance parlementaire a voulu coûte que vaille écouter plutôt le président de la République que la population. Et ça je suis certain que ça sera un cas école en Afrique. Désormais, les parlementaires, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, doivent se mettre en harmonie avec la population à la base pour ne pas subir en tout cas la foudre de la population. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord que les militaires doivent remettre le pouvoir aux civils, absolument, la société civile, l'opposition? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas nécessité de mettre en place un gouvernement d'unité nationale pour décrisper un peu la situation sociopolitique? Absolument, les militaires ne devaient pas venir au pouvoir.
l'armée doit s'occuper de la défense et de la sécurité, et non de la gestion du pouvoir. Mais que voulez-vous, lorsque dans un pays, le chef d'État a œuvré pour démanteler toutes les structures organisées, et que la seule structure organisée qui demeure, c'est l'armée. C'est la seule structure qui reste organisée. C'est là que les gens peuvent écouter les autres. On ne peut pas dans le tas comme ça prendre n'importe quelle personne pour dire, bon, allez, toi, tu es président. Cela interpelle néanmoins la communauté internationale, l'Union africaine et autres, qui ne se sont bougés que lorsque les militaires ont pris le pouvoir. Ce qu'on déplore. Ils étaient là lorsque Compaoré a voulu tripatouiller la loi. Ils n'ont rien dit. Ils étaient là lorsque la population a marché pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Ils n'ont rien dit. Ils ont attendu. Ils font le pompier après avoir déjà vécu l'incendie. Oui, donc pour nous, oui. Ils doivent être conciliants, mettre tous les Burkinabés sur la table, choisir parmi les intellectuels du Burkina un qui pourrait faire consensus et organiser dans les délais les plus brefs une transition qui va aboutir au rétablissement de la démocratie dans le pays. Mais encore une fois, je dis que les dirigeants, mais surtout les parlementaires, doivent s'en inspirer à plus d'un titre. Alors, M. Kouyaté, à votre avis, pourquoi est-ce que la communauté internationale demande à ce qu'on remette le pouvoir aux civils? En fait, je voudrais dire que d'abord, 27 ans de pouvoir, ce n'était que de trop. Je crois logiquement, l'Afrique doit sortir de cette pérennisation qui a des conséquences. C'est-à-dire que le président lui-même, après 10 ans, 15 ans, un président est dépassé par les événements. Il n'est plus d'actualité. Après 10 ans de pouvoir, le président, même pas un président, même nous, les hauts cadres, à un poste 10 ans, 15 ans, mais la structure est constipée. Tu n'as plus d'initiative. Tu ne prends plus d'initiative. Ton leadership est dépassé. C'est le 109, les nouvelles têtes qui apportent de l'impulsion, un nouvel élan. Que ce soit une structure ou un pays, à plus forte raison un État. Quand tu as 13 millions de Guinéens et toi seul tu dois faire 20 ans, tu as 13 millions de Burkinabés, tu dois faire 27 ans, c'est catastrophique. Mais moi je crois que là, c'est une histoire de toutes les nations. Plusieurs nations aujourd'hui même évoluées sont passées par là. La démocratie se construit au fur et à mesure. Sauf qu'en Afrique, ça prend un peu trop de temps à ce qu'on s'habitue aux bonnes règles démocratiques qui comprennent, n'est-ce pas, l'alternance. La communauté internationale, au fait, quand elle demande le retour des civils au pouvoir, ça c'est l'ordre constitutionnel. C'est tout à fait normal. Mais comme M. Kanté l'a dit, la communauté internationale a bougé très peu pour éviter ce drame. Quand même, elle a bougé un peu, il faut le signaler, parce que François Hollande, qui est l'un des principaux interlocuteurs de Burkina, a vu que c'est l'ancien colon, il a adressé 2 courriers à Blaise Compaoré pour lui demander d'écouter le peuple. Et au 2e courrier, il lui a demandé de respecter les bonnes règles de gestion démocratique, y compris l'alternance. Il l'a précisé. C'est-à-dire, à présent, aujourd'hui, la situation reste toujours au bord de l'implosion. Et Blaise est aujourd'hui en exil à Yamoussoukro, donc en Côte d'Ivoire. Mais il y a le capitaine Dadis Camara qui est toujours au Burkina. À votre avis, quel pourrait être aujourd'hui son sort? Non, il faut dissocier. La présence du capitaine Dadis Camara au Burkina, c'est dans un cadre inter-État. Ce n'est pas là-bas grâce à il n'est pas lié à la personne physique de Blaise. Il n'est pas inquiet? Je n'ai pas d'informations dans ce sens parce que l'inquiétude est personnelle, il faut faire attention. Je n'ai pas d'informations et je n'ai pas suivi de communication du capitaine Dadis, mais je sais qu'il est dans le cadre d'une procédure, il est là-bas, mais c'est un truc inter-État suivi par la communauté internationale. Le départ du président Blaise ne doit pas changer normalement les termes de ces accords. Oui, docteur Kanté, à votre avis, il doit rentrer en Guinée ou il doit continuer à rester au Burkina? Moi, je n'ai pas un avis formel sur cette question, pour la simple raison que, officiellement, nous a-t-on dit que Dadis est là-bas pour raison de convalescence. Alors, convalescence de 4 ans, 5 ans, 6 ans,
Moi, c'est que je n'ai pas envie de spéculer sur les choses qui ne sont pas claires pour moi. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi Dadis est encore au Burkina. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle convalescence. Pourquoi ça dure aussi longtemps. On a vécu récemment, il a perdu sa maman, je crois. Oui, bien sûr. Difficilement, il a pu assister à son enterrement. Alors, je ne comprends pas. Moi, généralement, j'évite de m'immiscer dans des questions que je ne comprends pas bien. Je suis d'accord. Je pense que nous arrivons au terme donc de cette émission. Une poignée de main chaleureuse et on va écouter quel va être votre mot de la fin. Bon. Les mains dans les mains. Le mot de la fin, moi je demanderai à tous les cadres guinéens, politiciens et à tout le peuple de Guinée de s'unir. Vous fixez vos caméras, voilà. De s'unir pour que en 2015, qu'on finalement change la gouvernance en Guinée, qu'on trouve un président qui pourrait faire mieux que celui qui est là actuellement. Je sais que mon neveu Kouyaté ne va pas l'admettre, mais je crois que depuis 4 ans que nous sommes avec le RPG Arc-en-Ciel, nous n'avons pas encore aperçu le bout du tunnel. Oui, M. Kouyaté. Je remercie mon oncle Kanté. Mon mot de la fin, c'est au contraire de demander au peuple de Guinée d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui est fait par le président Alpha Condé en 4 ans. Toutes ces réalisations, tous ces chantiers ouverts qui ne peuvent pas être finis en 4 ans, mais qui, normalement, si on lui donne la seconde chance en 2015, après Ebola bien sûr, de pouvoir le reconduire afin d'achever et de poser les bases solides pour eux de l'opposition, qui seront très certainement, n'est-ce pas, les héritiers, hein? On le souhaite, pourquoi pas, l'alternance c'est pas grave, pour qu'ils puissent hériter de ce professeur président très valable, n'est-ce pas, les bases, les socles d'un développement durable. Mais avant tout, donnons-nous la main comme à l'image pour que vraiment on mette Ebola hors de la Guinée et tous les autres problèmes là, on pourra en discuter à une autre occasion. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est la fin de ce débat. Merci de l'avoir suivi et avant de vous quitter, retenez ceci. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et c'est quand elles ne sont pas bonnes à dire qu'elles méritent d'être dites. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain.